Bonsoir et bienvenue à tous à cette intervention de Guillaume Travers pour le Cercle Chateaubriand sur le thème de la société féodale et de l'économie médiévale. Pour vous présenter un minimum notre intervenant, je dirais qu'il est professeur d'économie et qu'il est intervenu plusieurs fois à l'Institut Iliade, cet été à Academia Christiana, et qu'il est un collaborateur de la revue Éléments que certains d'entre vous connaissent peut-être. Bien, merci beaucoup Jérémy et merci à tous pour être présents. Donc avant de commencer la conférence, je vais juste dire que bon, si vous ne connaissez pas la revue Éléments, j'ai là le dernier exemplaire, n'hésitez pas à la lire. C'est une revue donc bimensuelle, une revue d'idées et d'actualité qui traite à chaque fois beaucoup de questions de manière assez fondamentale. Donc vraiment, n'hésitez pas à la lire. Elle se trouve en kiosque, donc elle est a priori très disponible. Et puis par ailleurs, ma deuxième casquette, donc c'est l'Institut Iliade. Et à nouveau, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur leur site. Il y a également des formations de l'Institut Iliade. Et il y a depuis peu des collections publiées par l'Institut Iliade dont je m'occupe et dont un volume est le sujet dont je traite aujourd'hui, donc économie médiévale et société féodale. Donc, c'est des ouvrages de 80 pages environ, tout très fins, vous voyez, qui sont un peu comme on voudrait des que sais-je pour nos idées. Et donc, l'idée est de couvrir quasiment la totalité des sciences sociales avec une perspective idéologique qui nous satisfait, tout en étant rigoureux scientifiquement et intellectuellement. Voilà pour la présentation. Et donc, je vais commencer par parler donc du sujet que je vais traiter. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je peux même y répondre au fil de l'intervention si je pense que c'est nécessaire. Je pourrais aussi répondre à la fin si c'est un peu hors sujet. Mais vraiment, n'hésitez pas. C'est l'avantage de ce format. On peut être tout à fait interactif. Donc, je vais vous parler du Moyen-Âge. Mais pour en parler, je veux aussi que ce soit d'un intérêt aussi plus actuel. Et c'est aussi l'esprit dans lequel j'ai fait ce petit volume. Je pense que le Moyen-Âge peut être un modèle pour nous, ou en tout cas un contre-modèle, et que pour bien comprendre le Moyen-Âge et la société féodale, on ne peut pas les comprendre si on ne se dépouille pas, dans une très large mesure, de toute l'idéologie moderne, qui est l'idéologie que probablement on rejette tous plus ou moins consciemment ou inconsciemment si on est aujourd'hui dans cette salle. Et donc, quels sont les traits fondamentaux de cette modernité? Alors, pour ce qui me concerne, d'un point de vue plus économique et social, l'un des traits évidemment fondamentaux du monde moderne, c'est ce qu'on peut appeler le capitalisme. C'est l'idée, si vous voulez, que tout s'achète et tout se vend. Et quand on va regarder le Moyen-Âge, ce qui est très frappant, c'est qu'énormément de choses qui aujourd'hui s'achètent et se vendent, à l'époque médiévale ou aux époques encore antérieures, ne s'achetaient pas et ne se vendaient pas et étaient régulées par des institutions sociales complètement différentes. Et donc la vision du monde qui était à l'origine de ce monde féodal était complètement différente. Si vous voulez, à l'heure actuelle, vous pouvez évidemment vendre ou acheter de la terre, des biens immobiliers, mais vous pouvez aussi acheter, maintenant avec la GPA, vous pouvez acheter un enfant si vous le voulez. Tout le monde moderne ne voit plus comme fondement que le bien-être de l'individu, l'utilité de l'individu et la recherche par l'individu de son utilité, de son plaisir, etc. Peut-être le plus grand trait caractéristique de la modernité, dont on peut situer le début au siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle, même si évidemment il y a des traces déjà un peu avant. Peut-être la plus grande idée moderne, c'est l'idée de repenser l'intégralité de l'ordre social à partir de l'individu et de se dire que tout ce qui n'est pas réductible à l'individu n'est pas justifié. Toutes les institutions, par exemple, religieuses ou politiques de l'ancien ordre social ne paraissent plus justifiées du point de vue des seuls individus, et donc il faut y mettre fin, il faut les supprimer, etc. Et donc tout
tout le mouvement moderne, si vous voulez, c'est vraiment ce processus de relecture intégrale et où on redessine intégralement toutes les institutions, et ça va bien au-delà de l'économie, ça touche tout le domaine social, sur les seules bases de l'individu qui supposément se détermine lui-même. Et ça va jusque, bon, par exemple, si on est aujourd'hui sur les questions, par exemple, de genre, eh bien, ça va jusqu'à dire, eh bien, en tant qu'individu, je me considère homme ou femme, et personne ne peut m'assigner de manière externe si je suis homme ou femme. C'est l'individu qui décide, c'est l'individu qui, pour son plaisir, décide telle ou telle chose. Ça va évidemment sur le côté de l'immigration. Si, dans une perspective moderne complètement cohérente, il n'y a rien de tel que les peuples, un peuple, forcément, c'est quelque chose de supérieur à l'individu, donc ça n'existe pas. Quand 1 million d'Africains viennent en Europe, un moderne conséquent ne voit pas 1 million d'Africains, il voit 1 million d'individus qui, en tant qu'individus, sont pas différents ou autres que les Européens qui se trouvent déjà là. Simplement, il y a des individus qui viennent s'ajouter à d'autres individus, et c'est tout. Donc, tout est pensé à l'heure actuelle sur la base de l'individu et, en second lieu, de l'utilité de l'individu. Et donc, évidemment, tout l'intérêt que j'ai, au-delà de l'intérêt historique pour le monde médiéval, c'est qu'à l'inverse, le monde médiéval est un monde où l'individu est pas complètement nié, mais a un rôle assez secondaire. Et le monde médiéval est un monde qui est intégralement fondé sur des communautés. Ça va être un monde de communautés multiples, communautés de travail dans les corporations, communautés religieuses dans la prolifération de confréries, de monastères, etc. Communautés politiques également, communautés urbaines. Et donc, le Moyen-Âge va être un monde fondamentalement où l'existence n'est pas une existence avant tout individuelle, mais un monde où l'homme ne se définit que par des communautés. Et donc, je crois que pour, en tout cas, ce à quoi j'aspire et ce à quoi probablement beaucoup d'entre vous aspirez, c'est-à-dire une vie un peu en décalage par rapport à cette modernité et un besoin de se recommunautariser et de reformer des solidarités, des liens communautaires, le Moyen-Âge, de ce point de vue-là, va être, à mon avis, peut être une source d'inspiration, sans tomber dans un passéisme un peu naïf et idéaliste et croire qu'on va retourner au Moyen-Âge. Non, on ne retournera pas au Moyen-Âge, mais ça peut permettre de comprendre des structures qui peuvent nous inspirer. Et puis, il y a une deuxième raison qui, à mes yeux, fait l'intérêt assez incomparable du monde médiéval, qui est le suivant. Probablement, beaucoup d'entre vous, un peu comme moi, avaient, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, quand on regarde ce qui se passe encore aujourd'hui dans plein de villes de France avec les manifs qui sont en train de dégénérer, etc., le sentiment d'un monde qui s'effondre, le sentiment d'une décadence, d'un monde qui périclite, quand on voit les statues déboulonnées un peu partout, quand on voit toutes nos références identitaires, structurelles, etc., attaquées, on a l'impression d'un monde fragile qui touche un peu à sa fin. Et le monde médiéval s'est formé précisément durant une précédente période de déclin relatif d'un monde qui prenait fin, qui est évidemment la fin du monde romain. Et c'est par là que je voudrais commencer. Il y a des similarités extrêmement frappantes entre la situation qu'on a connue à la fin de l'Empire romain et le monde qu'on connaît aujourd'hui. Tout d'abord, alors je vais évidemment être très rapide, et il y a par exemple sur ce sujet-là, alors je vais citer pendant cette conférence quelques références que je vous invite évidemment à lire et à travailler de votre côté après. Un livre très intéressant qui dresse des parallèles entre la fin de l'Empire romain et notre monde actuel. C'est un livre de quelqu'un qui s'appelle David Engels et qui est vraiment très intéressant pour essayer de comparer justement ces deux mondes. Et donc, si l'on fait assez vite, on a évidemment durant les derniers siècles de l'Empire romain
des mouvements migratoires très importants, donc ce qu'on appelle les invasions barbares, qu'il faut néanmoins nuancer, c'est-à-dire que dans les invasions barbares, il y a à la fois beaucoup de peuples germains, les Visigoths, les Ostrogoths, etc., qui fondamentalement, même s'ils sont très différents culturellement du monde romain, sont des Indo-Européens, donc sont des peuples de souche européenne historiquement. Et il y a aussi des peuplades beaucoup plus lointaines, comme les Huns, etc., qui, eux, ne sont pas des peuples d'origine européenne. Et donc, on voit l'Europe, à ce moment-là, se rétrécir, si l'on veut, avec des invasions, donc, sur le front de l'Est par des peuples dans une large mesure d'origine germanique. On a des invasions vikings qui, quasiment jusqu'au 9e ou 10e siècle, ravagent toute la façade ouest de l'Europe. On a plusieurs fois des villes brûlées, etc., sur les côtes européennes, une très grande insécurité due aux invasions vikings. Et on a dans ce contexte-là quelque chose qui commence qu'on peut, à mon avis, commencer à percevoir dans notre monde actuel, qui est l'effondrement progressif du monde urbain. C'est-à-dire que la civilisation romaine avait été un monde très fortement urbanisé avec de grandes villes, et on a progressivement, à partir du 4e siècle, 3e, 4e siècle, jusque quasiment au 7e, 8e siècle, un effondrement urbain absolument considérable, avec des mouvements de population vers les campagnes, parce que les villes sont devenues trop peu sûres et parce qu'on n'arrive même plus à se nourrir dans les villes. Un chiffre qui est très frappant, et peu de gens en ont conscience, Rome avait atteint une population d'environ 1 million d'habitants à l'apogée de l'Empire. 3 ou 4 siècles plus tard, Rome n'a plus que 50 000 habitants. Donc la population de Rome a été divisée par 20. Et ce qui prévaut pour Rome vaut également pour de très nombreuses villes en Gaule, ou des villes qui avaient été florissantes au 2e ou 3e siècle encore. Quelques siècles plus tard, il n'en reste quasiment plus rien, et souvent les villes ne sont plus que le siège d'une paroisse ou d'un évêché. Il n'y a quasiment plus aucune structure commerciale, etc. Et donc, c'est dans ce contexte-là d'effondrement relatif qui touche aussi, par exemple, les arts et la culture. Il y a des techniques qui se pratiquaient qui sont perdues. La technique, par exemple, les aqueducs, qui permettent d'amener l'eau dans les villes, tout cela s'est pratiqué couramment sous l'Empire romain. La technique se perd, et ce n'est quasiment que 1000 ans plus tard qu'on remettra en place des structures qui permettent ce genre de choses. La production philosophique, littéraire, juridique, etc., pareil, s'assèche dans une assez large mesure. Donc, on a vraiment un déclin assez profond sur un fond d'insécurité grandissante, et c'est dans ce monde extrêmement troublé que vont se mettre en place les structures de l'économie féodale. Et donc, je crois que, en tout cas pour ceux d'entre nous qui ont le sentiment que nous vivons un monde de déclin relatif, d'effacement relatif, tout cela peut être très intéressant. Et puis, laissez-moi, avant d'aller dans le détail un peu plus précis, mentionner une troisième raison qui, à ma connaissance, vaut vraiment de s'intéresser au Moyen-Âge, c'est que pendant très longtemps, le Moyen-Âge a eu mauvaise presse. Le Moyen-Âge, évidemment, c'est un terme déjà qui lui-même n'est pas contemporain. Évidemment, c'est un terme donné ex post à partir de la Renaissance et qui se popularise encore plus au moment des Lumières, où, quand on commence à penser à un monde complètement nouveau, on veut dévaloriser le monde qui avait précédé. Donc, on a voulu faire passer le Moyen-Âge comme une période sombre, une période où il ne s'était rien passé en termes culturels, architectural, etc., où tout avait été laid, sombre, etc. En anglais, d'ailleurs, on ne dit pas Middle Ages. Enfin, on le dit, mais pendant très longtemps, on a dit Dark Ages. Donc, vraiment les âges sombres au sens strict. Et donc, c'est des visions très sombres du Moyen-Âge, qui est une vision essentiellement moderne et une construction a posteriori, a été
battu en brèche par les travaux d'un très grand nombre d'historiens qui, depuis quelques décennies, ont considérablement renouvelé la vision du Moyen-Âge. Alors, on peut citer quelques noms qui sont extrêmement importants dans vraiment les plus grands médiévistes. Il y a Marc Bloch, par exemple, il y a Georges Duby, il y a Régine Pernoud, il y a Jacques Le Goff. Il y a une dizaine d'immenses médiévistes qui ont produit des œuvres vraiment considérables depuis, au cours des 70 dernières années, depuis en gros, depuis 1940 en gros, et qui ont renouvelé complètement la vision du Moyen-Âge. Laissez-moi enfin citer un dernier livre qui est vraiment, je pense, essentiel, qui est un assez gros livre, mais qui vaut vraiment la peine d'être lu si ça vous intéresse, qui est le livre de Jérôme Bachet, qui est un historien plutôt de gauche, même plutôt très marqué à gauche, mais dont ce livre-là est vraiment formidable. Ça s'appelle La civilisation féodale, et c'est vraiment une excellente référence sur le sujet. Et donc, pour en venir au cœur du sujet, donc dans ce contexte d'effondrement de l'Empire romain, on retrouve évidemment ce besoin de se communautariser, qui est peut-être le besoin que beaucoup d'entre nous ressentons aujourd'hui. Et comment ça se passe concrètement? Les structures féodales, tout ce qu'on va appeler par exemple la vassalité, les relations entre un maître et un vassal, les notions de fief, etc., tout ce qu'on apprend au collège ou au lycée, qui est d'une complexité bien plus grande que le modèle un peu standard du maître et de son vassal. Il y a énormément de formes dans les différentes régions et ça varie beaucoup au cours du temps, mais ça répond originellement à un besoin tout à fait fondamental, qui est un besoin de sécurité. Et donc, très rapidement, les structures féodales naissent sur une institution qui est extrêmement forte au Moyen-Âge, qui est le serment. Et c'est l'idée qu'il y aura des gens qui seront en capacité de protéger d'autres personnes, qui seront les seigneurs ou les maîtres, et qui vont protéger des vassaux ou à terme des villageois beaucoup plus soumis, si l'on veut, mais avec un échange de forces productives, de forces de travail contre la sécurité, la garantie de la sécurité sur une terre. Et, cependant, il faut évidemment se garder de voir dans les structures féodales ce qu'on fait par exemple assez tardivement toute l'historiographie marxiste, de voir uniquement des relations à sens unique. La relation féodale est vraiment une relation bilatérale avec des engagements bilatéraux entre un maître et ses serviteurs. Et il y a évidemment des devoirs réciproques. Quand on dit que le seigneur protège les personnes qui sont sur son fief, ça implique des engagements extrêmement concrets et énormément de seigneurs perdent la vie en protégeant leur fief. C'est pas l'impôt du sang est quelque chose de réel tout au long du Moyen-Âge et qui s'affaiblit sur la toute fin du Moyen-Âge, mais qui, pendant longtemps, est quelque chose de tout à fait réel. Et il y a effectivement des engagements bilatéraux. De même, quand le seigneur donne une terre à un vassal, il ne peut pas, par exemple, vendre cette terre. Il n'y a pas de marché de la terre au sens strict. Il y a des engagements sur l'honneur à laisser celui auquel on a promis une terre vivre sur cette terre. Donc on a un monde qui va être à la fois un monde extrêmement territorialisé, avec énormément de petites provinces, de petits fiefs, de petites principautés, etc. Donc un monde extrêmement fragmenté et extrêmement enraciné localement. Donc un monde avec très peu de commerce extérieur, un monde avec peu de mouvements de population, extrêmement enraciné, extrêmement autonome, où l'on produit énormément sur place, où les métiers donc sur place sont extrêmement valorisés, et surtout un monde de communauté, où, à nouveau, comment se perçoit le Moyen-Âge, comment les penseurs qui écrivent au Moyen-Âge voient le monde. Donc à l'époque, c'est évidemment beaucoup des
beaucoup des théologiens, ils voient le monde de manière fondamentalement organique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils voient le monde de manière organique? Ça veut dire que contrairement aux modernes dont je parlais au début, qui ne voient que des individus, si un moderne aujourd'hui qui ouvre sa fenêtre et qui voit des gens passer dans la rue ne voit que des individus poursuivant des fins individuelles. Au Moyen-Âge, on pense la totalité d'une communauté, par exemple d'une communauté villageoise, et l'on pense que chacun dans cette communauté a un rôle précis à jouer et que la fonction remplie par chacun est absolument importante. Et donc, ça ne veut pas dire que tout le monde sera égal, mais ça veut dire que tout le monde sera respecté pour ce qu'il apporte à la communauté. Et donc, on a effectivement ceux qui remplissent une fonction religieuse, ceux qui poursuivent une fonction de production, ceux qui poursuivent une fonction guerrière. Et donc, tout cela est pensé non pas sur le mode de l'opposition entre les différentes classes sociales, cette vision conflictuelle de l'ordre social où il y aurait, par exemple, comme le dit Marx, une lutte des classes ou des intérêts antagoniques, dans la pensée médiévale, n'est pas du tout pensée sur le mode de l'opposition, mais sur le mode de la complémentarité. Si je veux prendre une analogie avec un débat complètement différent, pensez aujourd'hui à la manière dont beaucoup de féministes pensent les relations hommes-femmes. Ces féministes, en tout cas beaucoup d'entre elles, voient la relation homme-femme sur le modèle d'un antagonisme ou en disant ils sont différents, donc ils ont des intérêts différents, et donc il faut voir une tension homme-femme permanente. À l'inverse, pendant très longtemps, on voyait la relation homme-femme sur le mode de la complémentarité, en se disant non, c'est pour ça que les différences qui nous enrichissent et postuler une égalité abstraite n'a pas grand sens. Concrètement, les gens sont différents, mais ces différences n'impliquent pas une hiérarchie stricte. En tout cas, chacun est respecté et chacun est partie prenante d'un tout social pensé de manière cohérente. Et évidemment, ce qui structure ce tout social, ce n'est pas une hypothétique vision basée uniquement sur l'individu ou les intérêts ou les plaisirs de l'individu, c'est une vision du bien commun, c'est une vision de l'ordre social guidée par ce qui est le bien d'une communauté. Et tout cela, évidemment, alors il y a dans le Moyen-Âge, et c'est ça qui fait aussi du Moyen-Âge quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il y a à la fois un mélange de valeurs héritées de l'Antiquité romaine, un apport évidemment important du christianisme et également un apport important de valeurs d'origine germanique, parce que bon, évidemment, par exemple, tous les peuples francs et tous les peuples barbares, généralement, la plupart, sont d'origine germanique et donc ont amené avec eux des valeurs d'origine germanique. Et donc tout cela se mélange de manière assez subtile pendant la période médiévale pour ordonner une vision du bien commun. Et puis au fil des siècles, les valeurs chrétiennes, qui au début restaient assez marginales, prennent davantage d'ampleur, avec par exemple l'idée de caritas, donc de charité, qui structure cet ordre communautaire. Mais donc tout cela pour dire que à aucun moment le Moyen-Âge ne place l'individu avant la communauté, c'est bien l'inverse, c'est bien la communauté qui se structure et qui confère une utilité ou une fonction, un rôle à chaque homme dans l'ordre social. Et donc, une fois que j'ai expliqué cette division de l'ordre social, qui est peut-être un petit peu abstraite, on peut donner des exemples extrêmement concrets d'institutions qui régulent le monde économique et le monde social. Alors, je vais prendre quelques exemples dans en cette matière pour illustrer un peu mon propos et montrer ce que signifie une vision communautaire de l'ordre social. Un premier exemple qui est intéressant et qui est souvent assez mal compris, c'est l'exemple, alors un exemple pour le coup purement économique, l'exemple du prêt à intérêt. Alors on sait que aujourd'hui on prête évidemment à intérêt et que le Moyen-Âge, dans une large mesure,
ne pratiquait pas ou condamnait, en tout cas l'Église, pendant très longtemps, a condamné, l'Église catholique a condamné le prêt à intérêt. Alors pourquoi aujourd'hui tout cela, enfin, en tout cas beaucoup de personnes ne parviennent plus à comprendre pourquoi on a voulu interdire le prêt à intérêt, quelle était la signification de cet interdit et quelle vision du monde cela reflétait. En fait, quand on s'intéresse vraiment au sujet, on voit plusieurs choses. La première chose, c'est que l'Église, au Moyen-Âge, n'a jamais interdit le prêt en tant que tel. Il y a eu énormément de formes de prêts, de crédits qui se sont pratiquées tout au long du Moyen-Âge et qui ont été parfaitement tolérés, voire encouragés par l'Église et par la société féodale de manière générale. Et un autre auteur, dont je vais citer le nom, qui est très intéressant pour comprendre cela, c'est un des fondateurs de la sociologie, un auteur français, Marcel Mauss, qui a écrit au tout début du XXe siècle un petit livre qui reste un grand classique de la sociologie, qui s'appelle L'essai sur le don, qui est d'ailleurs pas très évident à lire, mais qui est vraiment un ouvrage tout à fait fondamental en sociologie. Et ce que nous dit Marcel Mauss, c'est que durant toute la période prémoderne, enfin dans toutes les sociétés traditionnelles, un très grand nombre d'échanges prenaient la forme de dons et de contre-dons. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, si c'est la saison des récoltes et que je dois faucher mon champ, mais que je n'ai pas suffisamment ou pas les outils nécessaires pour le faire, mon voisin, quelqu'un dans le village, va me les prêter et puis ne me fera pas payer un intérêt pour me prêter des outils ou potentiellement un peu d'argent, même si ça s'applique souvent à des choses, à des biens réels. Et puis, quelques mois plus tard, il aura besoin d'autre chose. Enfin, ce prêt qu'il m'a fait d'un outil crée une obligation morale pour moi de lui rendre quelque chose. Et donc, je lui rendrai soit le jour où il en aura besoin, une partie de ma récolte ou d'autres outils ou encore autre chose. Mais il y a au sein d'une communauté cette confiance et cette idée qu'on a intérêt à s'aider mutuellement les uns les autres de manière non intéressée, au sens où on ne fait pas payer d'intérêt, parce que comme on vit ensemble sur le temps long de manière communautaire, on va s'entraider et ça crée des obligations renouvelées de réciprocité, de rendre ce qui nous a été donné et même de rendre potentiellement plus que ce qui nous a été donné. Et c'est par ces relations de crédit permanent et ces dettes permanentes, entre guillemets, qu'on a vis-à-vis des autres, que se renforce la communauté. Je suis lié à tel ou tel parce qu'ils m'ont donné telle ou telle chose et qu'en échange, je dois leur rendre à l'avenir telle ou telle autre chose. Et donc, cette existence communautaire est un tissu d'obligations jamais complètement close, jamais complètement refermé. Et donc, tout cela, évidemment, à aucun moment n'est condamné dans la pensée médiévale ou dans la pensée de l'Église. Au contraire, on peut même dire que c'est valorisé. Celui qui socialement a du crédit, c'est celui qui fait crédit. C'est-à-dire, c'est celui qui donne beaucoup, prête beaucoup. Ce qui est condamné, en revanche, très fermement, c'est ce qu'on appelle l'usure. Et l'usure, c'est quoi? L'usure, c'est justement une forme de prêt qui ne serait pas conforme aux exigences communautaires. Ce serait par exemple le fait de dire que je vais exploiter la détresse de mon voisin pour tirer énormément de lui. Lui dire par exemple, tu as un besoin vraiment impérieux pour te nourrir ou pour récolter, etc. Et je vais exploiter cette détresse pour essayer d'obtenir beaucoup trop que ce que la justice commande. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'usure, c'est une sorte d'excès d'intérêt, d'excès de choses rendues, de choses exigées en retour,
Et donc, cet excès brise les liens communautaires. Cet excès, précisément, est quelque chose qui s'inscrit hors du cadre des relations normales au sein d'une communauté, et donc c'est pour cela que c'est condamné. Et donc on voit bien qu'on a précisément une vision du crédit qui est totalement conforme au mode de fonctionnement d'une communauté, et un mode de crédit qui est complètement en dehors des exigences communautaires et qui, lui, se trouve fortement condamné. Donc c'est une première, et c'est comme ça évidemment qu'il faut comprendre l'interdit du prêt à intérêt pendant la période médiévale. Un autre exemple que je vais prendre, plus rapide, mais qui est très intéressant à mes yeux, c'est l'exemple de la terre. Pendant la période médiévale, il n'y a pas de marché pour acheter la terre ou pour la propriété foncière de manière plus générale. Ce qu'il y a, c'est un entrecroisement parfois très complexe d'obligations mutuelles, réciproques, et beaucoup de parcelles qui n'appartiennent à personne, mais sur lesquelles un grand nombre d'individus ont des droits issus d'un serment passé, issus de la coutume, issus de la tradition, et dans des champs où des gens peuvent venir qui faire paître du bétail, qui récolter telle ou telle graine, d'autres encore passer, d'autres encore couper du bois, etc. Et donc, on a une terre qui est beaucoup plus immobile et qui n'est pas pensée sur le mode de la propriété qui s'achète ou qui se vend, mais qui est pensée sur le mode de la tradition, de l'accès coutumier, pour répondre aux besoins collectifs d'une communauté. Et donc, tout cela, évidemment, à l'époque moderne, nous amène à un sujet qui a été extrêmement important dans l'historiographie, notamment anglo-saxonne, qui est la naissance, si l'on veut, de la propriété privée à l'époque moderne, avec le mouvement qu'on appelle les enclosures, donc l'idée de clore les propriétés pour en créer des propriétés privées et commencer à acheter ou vendre la terre. Et ce mouvement des enclosures, qui commence au XVIe puis au XVIIe siècle en Angleterre essentiellement, a donné lieu, dans la campagne notamment anglaise, à des révoltes extrêmement violentes, puisque eh bien, des communautés qui avaient des droits traditionnels sur des ressources qui étaient exploitées dans l'intérêt communautaire, tout ça s'est retrouvé privatisé en fonction d'un intérêt de celui qui se retrouvait posséder ou non ces terres. Et donc on voit comment un bien qui était fondamentalement non marchand, la terre, qui ne s'achetait pas et qui ne se vendait pas et qui était régulée en vertu d'un équilibre communautaire, progressivement s'est trouvé soumis à l'échange marchand, donc n'a plus été valorisé que pour l'intérêt individuel que son propriétaire pouvait en tirer. Et donc on voit bien comment, encore une fois, progressivement, au fil des siècles, les structures fondées sur l'intérêt privé, l'intérêt individuel, se substituent progressivement aux structures proprement médiévales fondées sur l'intérêt communautaire. Un troisième exemple que je vais prendre, qui m'est particulièrement cher puisque je viens de terminer un livre sur le sujet qui paraîtra au printemps prochain, c'est celui des corporations. À l'époque moderne, si vous cherchez à trouver du travail, ce que vous avez face à vous, c'est ce qu'on appelle un marché du travail. Donc, on parle bien de marché, et il y a un prix du travail qui est le salaire, et donc la relation de travail, c'est essentiellement d'un côté un employeur et un employé qui se trouve qui négocient, chacun en fonction de leur intérêt, un prix de marché qui est un salaire. Le fonctionnement du travail à l'époque médiévale est un fonctionnement absolument différent. C'est un fonctionnement qui, alors dans les villes qui renaissent à partir du XIe puis du XIIe siècle, il y a vraiment un mouvement de réessor des villes. Et donc dans les villes où on a évidemment pas de paysans, mais plutôt des artisans, puis des marchands, ces artisans
forment des corporations, et la corporation joue dans le milieu urbain le rôle que jouait la communauté villageoise dans le milieu rural. Et donc, on a les métiers qui se regroupent et qui vont définir des règles pour réguler le travail. Alors, il y a plusieurs choses très intéressantes à dire, c'est que les modernes, par exemple, quand on lit tout ce qui a pu être écrit au XVIIIe siècle sur les corporations, tout cela est vu comme un archaïsme absolu et une restriction à la liberté des uns et des autres de nouer des contrats pour travailler ici ou là, etc., exercer tel métier ou non. Le Moyen-Âge ne pensait pas du tout comme ça. Cette critique moderne des corporations est évidemment une critique purement individualiste, où l'on ne voit que des restrictions à la liberté individuelle. La pensée qui a présidé à la formation des corporations était une pensée fondamentalement communautaire, où on se disait, pour le bien du métier dans son ensemble et pour le bien de la communauté urbaine plus largement, quelles sont les formes de régulation qu'il faut imposer. Et une forme, par exemple, de régulation, eh bien, c'est l'idée que une fois qu'on a acquis un certain degré d'expertise technique dans un métier qui peut être charpentier ou menuisier ou cordonnier, etc., eh bien, une fois qu'on a acquis une maîtrise parfaite de son art, on parle encore d'art comme on parle de métier, la distinction entre artiste et artisan n'existe pas encore à l'époque. Donc, une fois qu'on a acquis une maîtrise parfaite, ou en tout cas très importante d'un art particulier, d'un métier particulier, il faut arriver à en vivre bien. Et donc, ça garantit un certain niveau de salaire et ça justifie des limites à l'entrée dans la profession. Et donc, ça justifie, par exemple, que l'on interdise à ceux qui n'ont pas démontré un tel niveau d'expertise technique d'exercer tel ou tel métier. Et donc, effectivement, d'un point de vue moderne, on voit une sorte de monopole sur une activité. Mais quand on se met dans la pensée médiévale, où la dimension qualitative du travail est vue de manière beaucoup plus importante, eh bien, tout cela pouvait justifier des restrictions à l'entrée dans les professions et pouvait justifier que la rémunération d'un métier ne soit pas faite uniquement en vertu d'un salaire de marché, mais soit faite de manière objective pour rémunérer un savoir-faire, une qualité qui avait été acquise et un statut social qui était conféré par la maîtrise d'une technique. Donc tout ça est extrêmement important. Et puis, ce qu'il faut évidemment signaler, c'est que, et qui est essentiel, c'est qu'au Moyen-Âge, aucune activité n'est vue sous cette dimension purement économique. C'est-à-dire que le compagnon ou l'artisan qui s'engage dans une corporation, la corporation ne lui offre pas uniquement des bienfaits économiques, à savoir l'accès à une profession, etc. La corporation est aussi une communauté de vie, une communauté qui a un saint patron, qui organise des messes, qui organise la participation à des banquets communautaires, à des fêtes communautaires, où très souvent le compagnon ou l'apprenti doit vivre dans la maison de son maître, où par exemple il y a une obligation d'assister à l'enterrement des autres personnes au sein de la corporation. Et donc il y a tout un tas d'obligations sociales qui se mêlent aux obligations économiques. Il n'y a à aucun moment l'idée que le métier est quelque chose de purement économique. Non, c'est quelque chose qui, certes, doit faire vivre, mais qui vaut bien au-delà par des aspects sociaux, spirituels, religieux, etc. Et à ce stade-là, je vais citer un autre auteur qui me semble vraiment très important, qui est un Anglais, Karl Polanyi, qui, dans les années 1940, a écrit un livre qui a vraiment été extrêmement important, enfin, qui est toujours un très grand classique, pareil en sociologie, en anthropologie, qui s'appelle La Grande Transformation,
Karl Polanyi, alors lui cherche à comprendre l'essor du capitalisme moderne, mais nous dit la grande spécificité de l'époque moderne par rapport aux époques antérieures et notamment par rapport au Moyen Âge, c'est que au Moyen Âge, par exemple, l'économie est, comme il le dit, encastrée. En anglais, c'est embedded, donc souvent on le traduit en français par encastré, dans tout un tas de relations politiques, sociales, communautaires, etc. Il n'y a à aucun moment on ne pense, ou en tout cas très, très marginalement, on ne pense les relations économiques comme étant complètement distinctes de relations sociales, d'intérêts communautaires, d'une vision du bien commun, d'une vision spirituelle, etc. À aucun moment on ne se dit est-ce que ce prix est et génère beaucoup de profit ou pas? Est-ce que si je vends ça à tel prix, ça génère beaucoup de profit ou pas? Cette pensée-là est relativement absente au Moyen Âge. Au contraire, on se dit, est-ce que tel prix est juste et reflète un bon équilibre des relations communautaires, par exemple? Ou est-ce qu'il y a un déséquilibre, une injustice qui justifie un rééquilibrage? Telle est la manière dont on pense, par exemple, les prix au Moyen-Âge. On ne les pense pas uniquement en vertu de leur rôle purement économique. Et tout ça pour dire peut-être encore plus généralement que durant tout le Moyen-Âge, l'idée de profit, l'idée d'accumulation monétaire sont des idées largement absentes et ce qui domine pendant tout le Moyen-Âge, c'est par opposition avec des valeurs purement quantitatives, des valeurs qualitatives. Et l'idée qu'il y a plein d'autres choses qui valent davantage que les seuls intérêts marchands matériels. Un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il me semble tout à fait frappant, c'est celui des cathédrales. Aux yeux d'un moderne, les cathédrales sont quelque chose d'absolument incompréhensible. Quand on commence à construire les cathédrales au XIIe, XIIIe siècle, le niveau de vie n'est évidemment pas très élevé. Il est évidemment, d'un point de vue quantitatif, bien moindre que ce qu'il est aujourd'hui. Et les cathédrales, évidemment, on le sait bien, ont été une dépense, un coût absolument faramineux. Imaginez les masses de pierres qu'il a fallu travailler, imaginez les travaux qu'il a fallu mettre en place quasiment évidemment, sans machines, des machines absolument rudimentaires, etc. Donc ça a été une dépense absolument considérable, dont on n'a absolument pas idée de ce que ça peut être à l'heure actuelle. Et donc, d'un point de vue moderne, on pourrait dire, mais les gens mangeaient à peine, enfin, mangeaient ou avaient un niveau, en tout cas un niveau de vie quantitatif très faible. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement dépensé pour construire ces cathédrales? Pourquoi n'ont-ils pas accumulé de la richesse, etc., fait plus pour eux-mêmes? Eh bien, parce que cette idée d'accumulation était très largement étrangère à la pensée médiévale. Une expression que j'aime bien et que je reprends dans mon petit livre, se trouve, je crois, chez Jérôme Bachet, que je citais précédemment, le Moyen-Âge n'a pas pour idée que la richesse doit être avant tout consommée, donc sous-entendu consommée pour la satisfaction des plaisirs individuels, mais qu'elle doit être consumée au sens de dépenser pour des fins beaucoup plus hautes. Et évidemment, pour comprendre le mouvement absolument formidable des cathédrales, qui en quelques décennies touche absolument toute l'Europe, depuis la Scandinavie jusqu'à l'Espagne, etc. Ce mouvement des cathédrales qui touche l'Europe ne peut se comprendre que si l'on comprend que les fins spirituelles étaient à l'époque beaucoup plus importantes que les fins purement matérielles. Un autre économiste qui m'est particulièrement cher, puisque je travaille sur une biographie en ce moment, qui est l'économiste allemand Werner Sombart, qui a écrit, enfin, qui est vraiment à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui est celui
qui a introduit le mot de capitalisme dans le langage universitaire courant, qui a écrit une grande somme en 6 volumes qui s'appelle, alors en allemand, Der moderne Kapitalismus, qui n'est malheureusement pas intégralement traduite en français. Mais Sombart, qui est une œuvre absolument passionnante, nous dit que le Moyen-Âge est ce qu'il appelle une économie de subsistance. Donc, en gros, les gens avaient pour idée que l'activité économique avait pour fonction de satisfaire des besoins limités, mais qu'ensuite, l'excès de temps ou l'excès d'argent, de ressources, devait être consacré à des fins plus hautes. Une autre chose qui a paru incompréhensible à partir du XVIIIe siècle, c'est par exemple la quantité de jours fériés qu'il y avait dans l'année pendant le Moyen-Âge. On compte, alors il y a certaines villes, etc., certaines professions, mais il pouvait y avoir certaines professions, certaines années où il y avait quasiment 100 jours fériés entre tous les saints qu'on célébrait dans la ville, dans la corporation, ceux qu'on célébrait déjà 7 jours avant, 7 jours après, etc. Toutes les fêtes religieuses, les professions, les fêtes de la corporation, il pouvait y avoir plusieurs dizaines de jours chômés dans l'année, ce que, évidemment, les modernes n'ont pas réussi à comprendre en se disant pourquoi passer tant de temps à faire des processions ou des banquets alors qu'on pourrait produire davantage de richesses matérielles. À nouveau, ce raisonnement purement matériel est complètement étranger à l'idéologie médiévale. Donc voilà, ce sont quelques exemples qui me semblent tout à fait intéressants pour comprendre qu'on a vraiment affaire à un monde complètement différent, qu'on ne peut pas comprendre le Moyen-Âge si l'on ne s'abstrait pas de l'idéologie moderne individualiste, utilitariste. Il faut vraiment se mettre dans le mode de pensée communautaire et se dire qu'à l'époque, la communauté et des fins spirituelles communautaires étaient beaucoup plus importantes que les purs besoins de l'individu, et que eh bien, cette civilisation a produit énormément de grands chefs-d'œuvre artistiques, architecturaux, etc. Beaucoup plus que n'en produit notre époque, évidemment. Et pour conclure, je vais prendre encore 5 minutes peut-être pour parler du déclin de cette économie médiévale et de cette société féodale. Il y a, à mes yeux, deux grands facteurs qui ont amené le déclin de ce monde féodal. Alors, ce sont des sujets extrêmement vastes et évidemment, là, je ne peux que les survoler de manière extrêmement superficielle. Mais il y a déjà, premièrement, l'essor de la pensée libérale et donc de l'individualisme, qui est avant tout le fait de la classe bourgeoise. La bourgeoisie, étymologiquement, le bourgeois, c'est celui qui habite un bourg, donc c'est celui qui habite une ville. Et donc, étymologiquement, historiquement, le bourgeois apparaît à peu près en même temps que la ville, donc pendant la Renaissance des 11e, 12e siècles, en gros, jusqu'au 13e, enfin, quand les villes reprennent vraiment un essor important au Moyen-Âge. Et le bourgeois, au début, n'a absolument rien en tout cas dans ma bouche, rien de péjoratif, rien de négatif. C'est juste celui qui habite la ville et qui est en fait extrêmement lié à l'organisation communautaire des villes. Là où le bourgeois commence à se transformer pour devenir davantage intéressé à ses propres intérêts qu'aux intérêts de sa ville et de son métier, c'est bien quand l'échelle de ses affaires va commencer à s'étendre, et notamment quand les commerçants vont vouloir commencer à échanger sur des distances beaucoup plus longues, qui donc vont imposer de passer outre les barrières de ces multiples petites communautés qui étaient les villes, les fiefs, etc., seigneuriaux, pour étendre les activités sans cesse et où tout obstacle à ce grand marché va être perçu comme injuste et sera progressivement combattu. Et donc, toute cette bourgeoisie va sécréter une philosophie, une vision du monde, qui sera la vision
libérale moderne, si l'on veut, qui imprègne encore toute notre époque jusqu'à aujourd'hui, à savoir que les droits de l'individu doivent primer sur les droits de la communauté. Le bourgeois du Moyen-Âge, en tout cas du Moyen-Âge tardif, voit toutes les petites barrières, par exemple douanières, qui séparent, qui se dressent sur un fleuve. Prenez un fleuve comme le Rhin ou le Danube, il devait y avoir des dizaines ou des centaines de péages qui marquaient le passage dans un fief différent, dans une ville différente, etc. Et toutes ces douanes intérieures étaient perçues comme autant d'obstacles aux libertés individuelles. Et le bourgeois va faire passer progressivement une philosophie qui place sa liberté individuelle avant les intérêts des communautés. Donc tout cela est très important, monter d'une philosophie individualiste, bourgeoise, libérale, etc. Si vous vous intéressez à cette figure du bourgeois, qui est un thème vraiment très important, il y a aussi un autre livre assez classique qui est vraiment passionnant, qui est l'histoire de la bourgeoisie de Régine Pernoud, qui est vraiment une très grande médiéviste, qui a aussi beaucoup travaillé sur Jeanne d'Arc, sur les femmes au Moyen-Âge, sur plein de très beaux livres, mais qui a l'histoire de la bourgeoisie qui est vraiment, vraiment passionnante. Et puis la deuxième force qui va amener la fin de ce monde féodal, c'est la croissance de la centralisation étatique, qui commence déjà très largement avec la monarchie, quand elle se centralise et qu'elle devient monarchie absolue, et puis qui continue évidemment de manière en renforcée après la Révolution française. Et ce mouvement de centralisation va très vite tourner à une lutte entre d'abord la monarchie centralisée et la multitude de communautés locales, de féodalité locale, de seigneurie locale, de provinces, etc., pour tenter d'effacer toutes ces communautés et ne rien laisser d'intermédiaire entre l'individu seul et l'État de plus en plus fort. Et cette vision, évidemment, qui est déjà en germe avant la Révolution, prend un tour complètement nouveau et encore beaucoup plus fort après la Révolution, où, de manière très explicite, par exemple, on abolit les corporations en proclamant que, eh bien, il ne doit absolument rien exister d'intermédiaire entre l'individu et la nation. Et tout ce qui est intermédiaire, que ce soit d'ailleurs confréries religieuses, corporations de métiers, régions, etc., tout cela doit être gommé pour que ne subsistent que des individus. Donc, voilà. Donc, en parallèle du mouvement libéral, on a aussi le mouvement centralisateur, mais qui, en son fond, est très lié, puisqu'il, lui aussi, ne veut voir que des individus en face de l'État. Et donc voilà, ces deux mouvements-là vont amener l'époque moderne, dans laquelle on vit toujours, et dont peut-être nous sommes en train de vivre la fin, ou en tout cas une éclipse, pour, je l'espère, retrouver à l'avenir des modes de fonctionnement plus communautaires, plus enracinés, plus territorialisés, moins marchands, davantage tournés vers des valeurs qualitatives, spirituelles, que vers des valeurs purement marchandes et matérielles. Voilà pour la conférence.